Bienvenue dans Interligne, le podcast où les auteurs et autrices parlent de ce qu'ils lisent, pas de ce qu'ils écrivent. On y parle de livres aimés, marquants, ratés parfois, de ceux qui construisent, nourrissent, accompagnent. Une conversation autour des mots des autres avec celles et ceux qui en font eux-mêmes. Je suis Manon et aujourd'hui, je reçois Aude Ziegelmeyer à l'occasion du Salon du livre de la presse et de la jeunesse de Montreuil. Du coup, ma première question, c'est est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit « j'adore lire » ? Alors, je pense que pour te répondre, il faut vraiment que je revienne sur ma situation familiale, parce qu'il se trouve que je suis fille de libraire. Donc, ma mère a été libraire pendant 12 ans, elle ne l'est plus actuellement, mais quand j'étais petite, elle était libraire. Ma grand-mère était bibliothécaire. Mon grand-père était prof au CNRS et il a écrit plusieurs bouquins. Mon parrain est libraire. Donc vraiment, je viens d'un milieu où il y a toujours eu des livres partout, tout le temps. Des BD, des romans, sous tous les formats vraiment imaginables. En plus, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de... Voilà, la BD n'était pas considérée comme moindre ou quoi que ce soit, c'était vraiment un art littéraire à part entière. Donc je pense que la lecture a toujours été là. Donc j'ai pas le souvenir précis du moment que je me suis dit j'aime lire et j'aime les romans parce qu'ils ont toujours été là. Donc c'est un peu comme dire à partir de quand j'aime ma mère, elle a toujours été là. Donc c'est exactement pareil en fait. Il se trouve que pour les contes en particulier, ma grand-mère me les lisait, mais en fait elle les réécrivait. Donc elle mélangeait plusieurs contes, des fois elle en inventait de tout au tout. Donc eux aussi, ils ont toujours été là, mais en plus ils ont toujours été là sous une forme très particulière, réinventée et surtout comme une matière vivante. Donc un matériau qui était flexible, qu'on pouvait se réapproprier, qu'on pouvait réutiliser, et surtout, alors pas qui n'appartenait à personne, parce que je pense que je savais qui était Perrault, qui était Grimm étant petite, mais je me disais, en fait, j'avais compris que c'était une tradition orale avant tout, et que ça appartenait aux gens, en fait, et que ça appartenait à toutes les générations, et pas à un auteur. Donc ça, c'était très important dans ma manière de percevoir les contes et même enfin, les livres. C'est vrai que j'ai croisé des auteurs quand j'étais petite, ma mère organisait des rencontres, j'ai plein de bouquins dédicacés de quand je suis bébé, donc c'est vrai que c'est un univers qui a toujours été là et qui était très ouvert. Ok. Donc, en même temps, qui ne fait pas partie du monde du livre finalement dans la famille? C'est plutôt Ah ça oui, la c'est ça. question qu'il faut C'est poser. plutôt ça. Oui, c'est peut-être plus du côté paternel, mais ils lisaient aussi, donc ils n'étaient pas dans le milieu, mais il y a toujours eu. Alors eux, c'était plutôt des romans historiques, alors que ma mère était très fantasy. Donc oui, les livres ont toujours été là. T'étais quelqu'un qui lisait beaucoup déjà enfant? Oui, énormément. D'accord. Moi, j'ai eu plein de problèmes de santé. Je suis en situation de handicap. J'ai été déscolarisée. Bref, je t'épargne les détails, mais c'est vrai que déjà, comme j'avais tous ces libraires et tous ces bibliothécaires autour de moi, je recevais des bouquins tout le temps. Et c'est vrai que pour oublier la douleur et pour oublier tous ces problèmes de santé, je lisais énormément. Alors, je dirais pas forcément que c'était pour me réfugier. Enfin, en tout cas, j'avais pas l'impression que c'était un refuge. C'est plus une ouverture différente au monde. Mais oui, j'ai toujours lu énormément. J'étais fan des Whelan, j'étais fan de Tara Duncan. Ok, je crois que nous sommes la même Voilà, génération littéraire. je pense. Enfin, Je crois, Tara Duncan, punaise. Oui, Tara Duncan, c'était merveilleux. Et Whelan, Ouais. des Whelan, c'était incroyable. Incroyable. Même Incroyable. les BD aussi, tout ce qui était Landfeust, Troll de Troie, Torgal. Enfin, je pense qu'on a à peu près 10 bibliothèques chez moi où il y a encore tous mes bouquins d'enfance, toutes mes BD d'enfance. Moi, ils partiront pas, je les garde. Ouais, moi, je les garde aussi, absolument. Ils m'ont forgé, je les garde. Et encore aujourd'hui, tu lis beaucoup, ça c'est un peu tari, au contraire, c'est encore plus de lecture. J'ai eu une période où j'ai arrêté de lire, je dirais de mes 17 à 21 ans à peu près, où c'était très compliqué, donc je lisais plus. Puis je me suis remise à la lecture en anglais. Donc j'ai beaucoup lu en anglais, j'ai eu surtout la fantasy anglaise. Et à partir de 2020, quand j'ai commencé à me dire que j'avais envie d'écrire des histoires, je me suis dit il faut que je revienne au français parce que moi je fais une sorte de mimétisme. Quand je lis, j'ai tendance à écrire quelque chose, alors pas forcément qui ressemble, mais qui va être très inspiré par certaines tournures de phrases. Et donc quand c'était en anglais, j'écrivais en français, c'était catastrophique, ça n'allait pas du tout. Donc à partir de 2020, je me suis remis à beaucoup lire en français. Et c'est vrai que là, j'ai une consommation, alors
Je sais que j'ai des amis qui en sont à 30 bouquins par mois. Moi, c'est pas du tout le cas. Si j'en ai 5 par mois, on est content. Mais je lis quand C'est déjà même. pas mal, Déjà, 5 par par mois, c'est pas mal. À la fin de l'année, Faut avoir le temps et le budget. oui, oui. Alors, heureusement, les e-books sont un peu moins chers que. Et des fois, j'ai des copines qui me prêtent ou alors je les achète en seconde main. Mais oui, il faut avoir le budget. Surtout quand on est autrice et qu'on entre dans le milieu, on a envie d'acheter des livres de tous les collègues. Donc, C'est un peu compliqué. voilà, ma valise là aujourd'hui est pleine de livres de tous mes collègues. C'est du plaisir en fait, c'est découvrir ce qui est fait aujourd'hui à côté de nous, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais. Tu parlais de e-book, t'es plus papier, e-book, relié, poche. Je suis plus papier, j'aime bien les poches, mais j'aime bien aussi quand c'est écrit tout petit. Alors je sais que c'est pas du tout un avis qui est partagé, mais moi j'aime bien les vieux romans, par exemple Ken Follett, je sais plus comment ça s'appelle avec les cathédrales. Les piliers de la Terre, exactement. Le tome 1, il est énorme et il est écrit tout petit. Et j'adore. Moi, j'adore. J'aime bien passer 3 ans sur une page. J'ai l'impression de vraiment lire le livre, d'être dedans longtemps. J'aime bien aussi dévorer les bouquins, mais c'est vrai que prendre mon temps, il y a le côté manuscrit souvent, des gros livres comme ça. Oui, je suis plus papier. Les e-books, c'est juste souci de nécessité. C'est quand tu es dans le train toutes les semaines, tu peux pas avoir ta brique à côté de toi, c'est pas possible. C'est pas très pratique. Non. Ça passe pas trop dans les poches. C'est ça. Bon, là, c'est un peu niche, mais odeur du livre, oui ou non? Est-ce que ça sniffe le livre? Ça sniffe le livre. Ça sniffe le livre. Je savais pas ça de moi, mais je le découvre en fait en y pensant. Bah oui, je sniffe les livres. Ouais, ça peut me rebuter une odeur de livre qui est pas. Alors qu'une bonne odeur, alors que le livre n'avait pas l'air d'être très bon. Hop. Je suis convaincue. Non, j'aime bien. Un peu moins quand on sent trop l'odeur de la colle, mais l'odeur des pages, j'aime bien. L'odeur des bibliothèques, c'est addictif. Les librairies, les vieilles librairies Oui. un peu antiquaires. Oui. Quand ça craque en plus avec le parquet, c'est parfait. Il y a tout, il y a l'ambiance. Il y a des tapis par terre parce qu'on peut pas mettre de la moquette. On va passer à une autre section qui est plutôt sur les livres marquants. Est-ce que tu te souviens d'un de tes premières lectures qui vraiment, tu t'es dit oh, celui-là, je l'oublierai jamais. Et limite, j'aimerais bien pouvoir le relire. Alors, une de mes premières lectures qui m'a fait ça, je pense à Tara Duncan tout de suite en fait, mais peut-être que j'ai autre chose sous la main. Ça devait être... Oh, il y en a trop, c'est terrible. Non, je pense que c'était Tara Duncan. C'est vraiment... En fait, moi, j'ai pas de visualisation mentale, j'ai pas d'imagerie mentale. Et je me souviens très bien d'être en train de lire Tara Duncan. C'était pas forcément le tome 1, ça devait être le 2 ou le 3. Et d'avoir tout d'un coup une image en tête. Et j'avais jamais eu ça. Et je me dis, mais là, mon cerveau, il a activé un pan de conscience qui était complètement fou. Et c'était à un moment où elle avait, si je dis pas de bêtises, un espèce de lit arbre. Et c'était une plante qui faisait un... Et je l'ai vue dans ma tête et j'étais là, oh, il s'est passé un truc, là j'ai eu un film dans la tête tout d'un coup, c'est très étrange. Donc je dirais que Tara Duncan, là c'est... Ouais. Et t'as vraiment jamais d'image quand tu lis? Non. En fait, j'ai les odeurs, j'ai les bruits, j'ai la voix des personnages. C'est comme si je le vivais, je me sens vraiment dedans, mais je le perçois pas en termes d'image. Mon cerveau, il le perçoit presque comme des concepts, donc il me donne les informations et c'est comme si je les vivais, mais si je ferme les yeux, souvent c'est l'exemple de la pomme, je ne vois pas de pomme. Je sais que je peux imaginer une pomme, je peux décrire une pomme, je peux dessiner une pomme, mais je ne vois pas de pomme dans ma tête. Et ça t'embête pas trop pour écrire? Pas du tout, parce qu'en fait j'avais toujours été comme ça. Donc moi je ne vois pas... Je suis carrément le contraire. Souvent dans ma famille tout le monde est comme ça. Complètement le contraire. Je vois les mots avant de les lire presque. Ah oui, Je vois les images directement et donc quand je lis, je suis projetée comme dans un film en fait. Et du coup, ça fait une lectrice un peu boulimique qui lit beaucoup pour être dans le film. Oui, c'est fou. Alors que du coup, moi, je m'attache beaucoup plus aux mots en termes de langage et à la poésie de la langue. Mais c'est vrai que ça me... Du coup, c'est presque... Alors, pas gustatif, mais il y a un plaisir très texturé et pas forcément visuel. En fait, c'est compliqué de comprendre l'autre complètement. partie. Quand on a toujours vécu essaye comme de ça, donner des explications, mais bon, dire que je suis la caméra dans un film. D'accord. Mais... En général, c'est ce qu'on... Ma sœur a ça aussi, elle a des films dans la tête, mais elle, par contre, elle n'a pas de voix intérieure. Ah, moi j'ai la voix intérieure. Donc il y a vraiment moi j'ai la totale. C'est génial. Mais je peux comprendre dans ce cas-là qu'on passe beaucoup de temps à lire. J'ai les odeurs, j'ai les textures, j'ai la sonorité des voix qui change selon quelle est la personne. Et généralement, du coup, ça me gêne quand ça devient un film parce que moi je l'ai déjà vu en fait. Ah oui, mais c'est pas du tout comme ça que ça a été filmé dans ma tête. Voilà.
Est-ce que, alors là c'est plutôt du négatif, est-ce que tu te souviens d'un livre que tu as renoncé plusieurs fois à lire et finalement soit tu as réussi à lire, soit tu as complètement abandonné et tant pis c'est pour d'autres personnes? Qu'est-ce que j'ai essayé de lire plusieurs fois? En général, j'abandonne pas vraiment les livres. Ou alors c'est au tout début et je sens que ça va pas, mais j'ai tendance à m'accrocher. Et le livre, alors j'ai une malédiction avec ce bouquin, alors que je sais qu'il est adoré par plein de monde, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Et ce C'est un livre, morceau. je l'ai fini, hein, mais je l'ai fini plusieurs fois. Et en fait, tous les 5 ans, je le retrouve dans la bibliothèque, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je l'ai pas lu. Et je le relis, et je me souviens que je le déteste. Genre vraiment, je déteste ce livre. Je déteste la fin, je déteste tout. Ah, je déteste tout. Il y a rien qui me plaît dans ce livre. Et pourtant, chaque fois, je m'accroche et je le lis. Et j'essaie. Mais en général, je le retrouve parce que je vois une vidéo de quelqu'un qui dit, ah, moi, le livre que j'aimerais redécouvrir pour la première fois. Et souvent, il revient. Et je me dis, mais je crois que je l'ai, ce livre. Faut que je le sorte. Et je le ressors. Et à chaque fois, je le déteste. Donc, il faut que j'arrête. Je pense que je vais finir par le donner parce que c'est vraiment... Faut mettre un post-it. Mais dessus, oui, c'est bon. tous les 5 ans, je me dis, mais c'est quoi ce livre? Allez, horrible, terrible. Mais sinon, un livre que j'ai complètement abandonné, c'est vraiment très rare. En général, je me dis, je l'abandonne pour l'instant et je reviendrai. Il y a certains de mes livres préférés que j'avais abandonnés au début. Par exemple, Les Piliers de la Terre. Je l'avais abandonné au début parce qu'il y avait certaines scènes que j'ai trouvées vraiment très misogynes dans le traitement des femmes. Autant elles sont très intéressantes parce qu'il y en a plein qui sont des femmes fortes, mais il y a des trucs qui m'ont vraiment pas plu. Et en fait, j'y suis retournée parce que j'ai vraiment une fascination pour tout ce qui est architecture médiévale. Et là-dedans, la construction de la cathédrale, c'est fascinant. Donc j'y suis retournée plusieurs fois. J'ai fini par le boucler l'année dernière, il me semble. Mais oui. Ken Follett, qui d'ailleurs a la nationalité française depuis quelques mois. J'ai vu. Qui était en rencontre il n'y a pas très longtemps, il me semble. Oui. J'ai pas vu l'adaptation encore de Piliers de la Terre, mais elle est sortie en BD et en série il y a quelques temps aussi. Mais pareil, la série, c'est le même problème que le film. Alors la série, elle a l'air assez bien, je l'ai pas vue. Si les acteurs, ils collent pas, oui, je comprends. Alors, moi, c'est plus dans la BD, pour le coup, où j'ai trouvé que certains personnages, notamment les femmes de nouveau, ne ressemblaient pas du tout à des femmes dans un livre médiéval. Je pense que ça doit être le XIIe siècle, un truc comme ça. Donc, tu vois, très canon de beauté aujourd'hui, alors que les hommes pas du tout, étrangement. C'est un peu modernisé, disons. Voilà, on va dire ça. Limite une uchronie finalement. Oui, presque. Est-ce que tu aurais un livre que tu as lu il y a vraiment pas longtemps que tu pourrais recommander sans hésiter en disant voilà, si vous voulez lire un livre, allez-y? Oui, alors je peux parler d'un de mes coups de cœur de cette année, c'est La Voix de la Vengeance de Sacha Morage, qui est chez Plume Blanche et qui est sorti en poche. Je crois que c'est chez Michel Lafon, mais je suis pas sûre. Et en fait, c'est de la fantasy. C'est de la female rage. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va se venger du système qui a assassiné son frère. Et en fait, on plonge vraiment dans sa psyché et elle devient complètement folle. Donc elle est violente, elle est cruelle, elle fait des actes vraiment répréhensibles. Et j'ai trouvé que c'était absolument déjà très 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 bien écrit, la plume est magnifique. Mais en plus, pour une fois, on a un personnage féminin dans ce rôle et qui est souvent, c'est les hommes qui ont le droit d'être cruels et les femmes, dès qu'elles le sont trop, elles sont vachement condamnées en fait pour ça, beaucoup plus que les hommes. Et là, je trouvais que Sacha, elle avait réussi un coup de maître, c'était magnifique, c'était incroyable à lire, crève-cœur et en même temps, et ça parle aussi du système, il y a un côté très administratif dans la manière dont c'est fait, et j'adore vraiment La Voix de la Vengeance. Il faut que j'aille à Plume Blanche en bas. C'est vraiment Sacha, c'est une autrice exceptionnelle. Est-ce que quand tu es en phase d'écriture, tu as tendance à arrêter totalement la lecture ou au contraire continuer à lire? Alors moi, je me fais un exercice tous les matins quand je commence à écrire, c'est que je prends un de mes livres préférés. En l'occurrence, en général, c'est Game of Thrones. Donc j'ai les intégrales illustrées. Donc c'est des grimoires, clairement. Je les ai sur mon bureau, je les adore. Et je réécris 3 pages. Donc dans un carnet. Et en fait, ça me permet déjà d'activer mon cerveau en mode on va se préparer à travailler pour la journée. Donc comprends que tu commences à travailler, mais c'est pas du vrai travail parce que je ne travaille pas sur mon roman, donc je vais pas j'ai pas du mal à commencer parce que je cherche pas mes phrases ni rien. Je suis sur le travail de quelqu'un d'autre et j'étudie en fait en recopiant ce qu'il a écrit, la manière dont les phrases sont construites, la manière dont les dialogues sont construits, comment les scènes sont construites. Et du coup, ça me permet de faire une espèce d'étude de cas avant et de me dire bon, maintenant je suis lancée, mon cerveau il est chaud.
comme une voiture, en fait, comme un moteur, et je commence à travailler. Donc j'ai toujours ce côté d'écriture, lecture le matin, mais sinon je continue à lire. En général, j'essaie de trouver des lectures qui ressemblent pas trop, parce que comme je fais du mimétisme, j'ai pas envie de copier quelque chose qui existe déjà. Donc quand j'écris de la fantasy, j'essaie d'être plutôt sur des romans historiques ou alors sur des essais. Quand j'écris, j'ai des romans projets qui sont contemporains. Là, je repasse sur la fantasy en lecture. Donc, mais oui, je continue à lire. Pour moi, c'est essentiel de me nourrir tout en écrivant. Est-ce que tu as tendance aussi à relire les mêmes livres, au contraire, une fois, à part du coup La Nuit des Temps de Bergerac, est-ce que tu relis tes livres ou c'est je l'ai lu, je m'en souviens déjà trop bien pour pouvoir me remettre dedans? Non, moi j'ai une très mauvaise mémoire, donc je relis mes livres. Je relis mes livres assez souvent. Je pense que, alors mon préféré de tous les temps, c'est Le Nom de la Rose d'Umberto Eco. Et je pense que je l'ai lu 4 ou 5 fois. Ah oui. Ouais. Donc, Ah oui, quand même. ouais. Et j'ai aussi Crime et Châtiment de Dostoïevski que j'ai relu 3 fois, je pense. Il y en a certains comme ça j'ai besoin de les relire durant certaines périodes de ma vie où je me dis là, j'ai cette encre-là qu'il faut que je retrouve pour me ressourcer. Donc oui, je relis mes livres préférés. Ou en tout cas, je relis souvent des passages de bouquins que j'ai vraiment aimés. On parlait de ton exercice d'écriture tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a un livre que tu aurais aimé écrire? Frankenstein de Mary Shelley. Clairement. Il a une part de mon âme, ce livre. Et la première version, et je crois que c'est 1818. Donc la toute première version, ouais. Oui, c'est celle que j'ai étudiée en classe. J'ai adoré. Ouais, j'ai eu un partiel dessus. Oui. J'ai eu 20. Ah, bravo, félicitations. Comme je comprends, Adoré. je comprends. C'est la langue, la poésie, ce que ça dit, la cause, La vie de Mary Shelley, si vous la connaissez pas, allez-y. Vraiment, elle est incroyable, cette dame. Ouais. Donc oui, si je pouvais avoir écrit ça, ça aurait été... Voilà. Tout ça parce qu'elle s'ennuyait dans un chalet. Hein. Oui, avec des hommes. Avec des hommes, dont son mari. Tout va bien. Tempête de neige, elle s'ennuie pas, elle écrit ça. Moi, je suis désolée, mais en une nuit, j'ai pas le temps, moi. Clairement, moi je dors, moi, personnellement. Je suis coincée, il y a une tempête de neige. Ok, bah on va lire. On va dormir. Elle nous pond Frankenstein. Allez hop. Une reine, vraiment. Bref, sa vie incroyable. Je pourrais en parler pendant des heures. Je vais faire un podcast entier là-dessus. C'est vraiment incroyable. En parlant donc de Mary Shelley, est-ce qu'il y a une autre autrice ou un auteur qui est maintenant décédé que tu aurais voulu rencontrer pour discuter? Bon, à part Umberto Eco, qui est vraiment... sinon, qui est-ce que j'aurais voulu rencontrer? Pierre Bottero. Ouais. Je sais que j'ai des amis qui ont eu la chance de le rencontrer, notamment à Montreuil, quand ils étaient enfants. Mais moi, j'ai pas eu cette chance. Et c'est vrai qu'Ewilan, ça a fait beaucoup. Et ça aurait été fou. Ça aurait été fou de le rencontrer et de l'entendre parler, même sans le rencontrer, juste de l'entendre parler de ses livres. Ouais. Pierre Bottero, décédé bien trop vite. Ouais. Et au Salon du Livre, l'année dernière, en avril, je parle encore en année scolaire alors que je suis plus dans le système, mais en avril dernier, il y a eu toute une conférence autour de ça. J'ai bien pleuré, c'était sympa. Oui. Beaucoup pleuré. Parce qu'il continue de marquer encore beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'enfants qui continuent de le lire, ce qui montre bien à quel point c'est un génie de l'écriture. Et puis je pense qu'on est la génération maintenant de ceux qui commencent à avoir des enfants ou qui ont eu des enfants et qu'on a envie de leur partager ça tellement ça a été important. Ils sont déjà condamnés alors qu'ils n'ont pas encore d'existence, mais ils le vont lire. Les Quêtes d'Ewilan, c'est trop tard. Est-ce que pour toi, un livre papier, donc tu l'annotes, tu le surlignes ou au contraire, il faut qu'il reste un petit peu dans son écrin? Moi, je pense que les annotations, les pages courbées, tout ça, c'est comme, c'est un peu comme les rides du sourire. Ça veut dire que le livre, il a vécu, il a été aimé, il a été touché, il a été lu. Moi, j'ai pas forcément le besoin d'écrire dans les bouquins parce que j'ai pas la nécessité de le faire. Je me dis pas, j'ai pas besoin de laisser une marque, j'ai pas besoin de noter quoi que ce soit. Si je m'en souviens pas, tant pis. Si je m'en souviens, tant mieux. Mais ça me dérange pas du tout dans l'idée. C'est-à-dire que moi, je le fais pas. En général, ce que je fais plutôt, c'est que j'ai des carnets. Et s'il y a vraiment une phrase qui m'interpelle ou qui me marque, je le note dans un carnet. Donc, je la souligne pas, mais je la prends et je note. Je mets la page et tout. Mais oui, non, le livre n'a pas à rester... c'est un objet qui est fait pour être manipulé. Donc,
je peux comprendre qu'on veuille avoir des collecteurs tout beaux, tout propres, mais c'est pas mon cas. On a un peu parlé du fait que les bibliothèques, ça a toujours été dans ton paysage. Ta bibliothèque, à toi, chez toi, elle ressemble à quoi? Elle est classée, elle est dans le désordre, elle est colorée, elle est plutôt côté page? Parce que je sais qu'il y a des gens qui rangent côté page, d'autres côté tranche. Alors, les côtés tranches, je suis pas fan du côté page. Je peux comprendre qu'on le fasse avec les gestes pages, mais j'ai pas tellement de livres avec les gestes pages. Elle est très grande et elle est couverte de fausses roses, des sortes de lierres avec des roses, un peu comme La Belle et la Bête. C'est un peu bibliothèque de la Belle. C'est important pour le visuel. Très important, moi je la vois. Il y a les 3 premières rangées, c'est que des BD. Donc il y a Requiem, les Torgal, les Landfeust, les Gorn, Garulfo, qui sont vraiment mes BD de cœur. C'est celles que je prends le plus, donc il faut qu'elles soient accessibles facilement. En dessous, il y a des BD, c'est plus de la science-fiction. Et puis celles qui sont des one-shots, tout ce genre de choses qui peuvent. Mais sinon, c'est rangé par ordre de préférence, je dirais. Et après, pour les romans, alors je sais pas, j'ai 2 rangées de romans, l'une devant l'autre, parce que j'ai plus assez de place, sinon les bouquins sont par terre en pile. Et il me semble que j'ai fait ceux. Bon, déjà, comme c'est une question de taille aussi, ils sont par taille, donc les plus grands, c'est en dessous. Et il y a une espèce de rangée du milieu, ils sont un peu plus petits. Et sinon, c'est vraiment ceux qui sont devant, c'est mes préférés. Derrière, ceux que je lis moins, ou alors je me suis fait le plaisir de mettre Ewilan derrière Podam. Donc j'ai les Ewilan et devant, j'ai mes 2 premiers romans. Pour info, chez moi, Podam est juste à côté. C'est vrai. Vraiment, ils sont juste à côté. Vraiment, moi, c'était très symbolique. Ils sont derrière moi, ça a été vraiment un pilier. Et l'étagère d'en dessous, c'est mes Tara Duncan et les orphelins Baudelaire. Oui, voilà. Génial. Qui sont bien placés. Et au-dessus, il y a mes BD, donc il y a Lou et compagnie. Oui, Lou, bien sûr. Qui sont très très bien rangés. Ah oui, c'est génial. J'avais adoré Lou aussi, c'était tellement bien. Ouais, donc un jour, j'aimerais avoir Julien Nil sur ce podcast. S'il écoute, j'espère je vais envoyer un mail. Je te le souhaite. Pour l'instant, je stresse. Faut pas, je suis sûre qu'il est adorable. Oui, donc très coloré, très rangé par ordre d'accessibilité surtout. Mais il faut dire que là, maintenant, j'ai à peu près une 20aine de piles de livres autour de la bibliothèque. Il faut que je m'achète une 2e bibliothèque. Et j'ai pas eu le temps. Donc, il y a, en général, tous ceux qui sont les nouveaux, ils sont en pile. J'ai aussi un espèce de guéridon à côté de la bibliothèque où là il y a les Game of Thrones avec des bougies. Enfin moi ma chambre vraiment c'est ambiance médiévale, ambiance hôtel, hôtel AUTEL, avec des fausses roses, des candélabres, des machins. Hôtel normal, 4 étoiles, hop. Rien à voir. J'aimerais bien, mais pas encore. Non, donc il y en a partout. C'est très compliqué de faire la poussière. Mais oui. Ça, on n'en parle pas assez. Oui, la poussière sur les livres. Oui. Inventer quelque chose de facile, parce que moi, je pense pas que le Swiffer, c'est pas un placement de produit, mais je pense pas que ça suffise. Clairement, trop peur d'abîmer mes pages en plus. Non, trouvez un truc, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des genres littéraires où c'est pas vraiment ton truc? J'aime pas. Alors, je sais que je n'achète jamais de dystopie parce que c'est pas mon truc. Ok. Je ne lis pas, alors c'est plutôt en BD, mais en roman, je suis pas fan de la dystopie. Et j'ai commencé à lire du young adulte depuis seulement l'année dernière, à partir du moment où j'ai signé Podam, et j'étais là, mais j'ai plein de collègues qui font des trucs vraiment très cool, ça a l'air très chouette. Il me semble que le premier que j'ai commencé en young adulte, alors c'est du young adulte plus, c'est une de mes collègues chez Gulfstream qui s'appelle Lise Chrysler et qui a écrit La Bénite Césarée, Le Prince sans terre, et qui sont absolument pareil, je peux en parler pendant des heures. Fantastiques. Si tu veux la voir un jour en podcast, elle aurait des choses dingues à dire. Donc vraiment, j'ai commencé par ça et je me suis dit mais c'est dingue ce qui se fait en young adulte française. Et à partir de là, maintenant je n'achète presque, cette année en tout cas, j'ai acheté quasiment que ça. Donc les piles par terre, malheureusement, sont mes collègues. Non, alors La Bénite Césarée, je l'ai trouvé une place à côté de Podam. Faut pas déconner. Mais oui, j'ai des piles de young adulte partout parce que je découvre ce genre. Mais sinon, ouais, la dystopie, c'est pas trop mon truc. La SF, je préfère en BD qu'en roman. Je ne lis pas du tout de romance. Ok. Pas du tout. Ça m'attire pas. Ou alors, les seuls que je lis, c'est la romance lesbienne. Mais c'est vrai que la romantasy, pour l'instant, je crois que j'en ai pas lu. Donc peut-être que j'aimerais, peut-être que je vais découvrir ça un jour. Mais
pour l'instant, j'ai pas trouvé la porte d'entrée là-dedans. Ok. Les classiques à l'école, c'était plutôt à reculons ou au contraire, allons-y Je pense que je en les avais avant. déjà lus avant qu'on commence à les lire à l'école, parce que je les avais à la maison. Et que, alors ma grand-mère était très 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 fan de Molière. Ok. Voilà, donc il y a eu du Molière, je me suis tartinée du Molière très tôt. Ma mère aussi, voilà, même ne serait-ce que Baudelaire, c'était déjà, je savais ce que c'était. Donc non, j'avais une facilité avec ça à l'école. C'était pas du tout difficile. C'était pas des. En fait, je pense que j'ai jamais perçu la lecture comme un devoir. Et du coup, j'y allais en mode bah c'est du plaisir. Enfin, faisons, parlons-en. J'adorais quand les instituts nous demandaient de lire des passages en cours. J'adorais lire, j'adorais ça. Vraiment le plaisir de la langue très tôt. Tes premiers essais en écriture, c'était collège, lycée, plus tôt, plus tard? Alors étonnamment, j'ai pas écrit. Alors, il me semble que j'écrivais des petites nouvelles quand j'étais plus petite, mais plus petite que lycée, hein. Peut-être même école primaire, des petites histoires dans des carnets et tout. Mais en fait, je pensais pas que j'étais capable d'écrire avant très très longtemps. Donc je faisais du roleplay avec des amis quand j'étais à la vingtaine, mais en général j'étais plutôt l'illustratrice du duo. Donc j'étais la dessinatrice et c'était mon amie qui était l'autrice en quelque sorte. Moi j'écrivais aussi, mais genre j'avais pas l'impression que c'était très qualitatif. Et j'ai fait une licence en art. Et à la fin de cette licence, il y avait des cours de théorie. Enfin, on devait écrire sur des auteurs, des artistes. Et j'ai eu une prof qui m'a dit que, enfin, elle me mettait des notes de malade. J'avais des notes vraiment, je me disais, mais comment ça se fait, enfin. Et en discutant avec elle, elle me disait, mais je pense que tu as vraiment une patte et il faut l'exploiter, il faut l'explorer. Et du coup, j'ai fait un master sur la théorie critique de l'art contemporain. Et là, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais écrire et que j'étais pas si mauvaise. Et c'est en écrivant mon mémoire de master, on était confinés, c'était le deuxième confinement en 2019, que j'ai commencé à écrire mon premier roman. Alors à l'époque, je l'avais écrit en anglais parce que j'avais besoin de me distancer du mémoire qui était en français, il fallait que je fasse complètement autre chose. Donc c'était en anglais. Et je l'ai fini et je me suis dit, bon, celui-là, il n'est pas publiable en l'état. Mais plutôt que de faire un doctorat, ce que j'étais en train de commencer à préparer, je me suis dit, j'ai besoin d'écrire une histoire, j'ai besoin de parler surtout de la quête identitaire dans le bouquin. Et je me suis mis à écrire Peau d'âme. Et là, je me dis, mais en fait, j'y arrive. J'avais jamais fait le format vraiment roman. Enfin, c'était en tout cas la deuxième fois que j'arrivais à écrire un roman. J'écrivais plutôt de la poésie avant. Et c'est là que ça a commencé. Donc vraiment, ça a commencé en 2022. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, j'ai l'impression parfois qu'on est encore en 2022. Moi, je suis contente qu'on soit en 2025, mais... Le Covid nous a bien... Ouais. Hop là. Vous êtes bien nappé. D'accord. Et pour le coup, la poésie, moi, je trouve qu'elle se voit pas mal dans Peau d'âme. Oui. Je trouve, même si je vois, comme on l'a dit tout à l'heure, en mode cinéma, les sons, les allitérations, etc., qu'il y a, moi, je trouve très souvent, ça coule, quoi. La lecture est cool. Je fais hyper attention à ça. C'est un plaisir de travailler ça. En général, je fais mon premier jet parce que je ne fais pas de plan, donc j'écris mon premier jet pour voir ce que les personnages ont besoin de vivre. Et après, je passe 6 mois rien que sur la langue, sur la tournure des phrases, la structure, les mots, les répétitions, les symboles, enfin, vraiment les textures des. J'adore faire ça. J'adore. Ça se perçoit. Enfin, moi, j'ai adoré. Je connaissais très peu le conte original, en fait, parce que je suis quelqu'un de très, très émotive et mes parents l'ont vu très tôt. Ouais. Et donc, du coup, ils m'ont un peu préservée de certaines choses. Peau d'âne, j'ai beau savoir de quoi ça parle, je n'ai jamais vu le film parce que j'en ai pas ressenti ni le besoin ni l'envie parce qu'il faut avoir les épaules pour pouvoir gérer ça. Parce que moi, on m'a pas laissé ah, c'est une histoire de. Non, on me l'a dit direct pour éviter que je sois surprise. Et je l'ai découvert finalement grâce à Peau d'âme. Peau d'âme, en fait, il y a eu vraiment le moment où je me suis dit, oula, je sais pas si je vais arriver à lire parce que c'est quand même c'est un sujet difficile. Et en fait, au contraire, je me suis dit, non, mais il faut que je le lise. Et je me suis sentie un peu encore plus appuyée dans mon féminisme finalement parce que je l'ai toujours été, hein, mais il y avait, ok, il faut que je me batte aussi pour elles parce qu'elles, elles n'ont pas le choix et elles ne peuvent pas se battre en général. Et du coup, je suis devenue encore plus militante, entre gros guillemets, même si mon militantisme n'est peut-être pas suffisant pour certains, mais c'est au maximum de mes
capacité, quoi. J'en parle beaucoup et je pense qu'en parler, c'est nécessaire et c'est pour ça que je parle beaucoup de ton livre aussi sur mes streams Twitch ou Merci. sur le podcast là, parce que je trouve que c'est important d'en parler et que dans la littérature française, on n'en parle pas depuis très longtemps, voire Ouais. on n'en parle pas Ouais. du tout. C'est C'est complètement comme tabou. si c'était un non-sujet. Oui, bien sûr. Bah, moi, justement, j'avais écrit. Alors, je m'en suis rendu compte récemment, mais je me disais, je pense que j'ai eu besoin d'écrire ce conte, ce livre, parce que étant petite, le conte, que je connaissais bien, j'ai vu le film, il y avait un dessin animé absolument hilarant que j'adorais avec ma petite sœur. Et je trouvais, en fait, déjà petite, je trouvais ça inadmissible qu'il n'y ait aucune conséquence pour le roi. Qu'il finisse heureux, qu'il n'y ait pas de justice, en fait, qu'il soit là. Dans certaines versions, il se marie avec la fée. Oui, c'est vrai. Et je vrai trouvais que- ça mais aberrant. Limite Aberrant. récompense. Ouais, oui, exactement. Et du coup, je pense que j'avais besoin de venger en fait cette incompréhension, cette injustice en écrivant ce livre. Mais je m'en suis pas rendu compte. Enfin, je l'ai pas conscientisé en l'écrivant. C'est après je me disais mais oui. Enfin, je me souviens que petite, autant j'adorais le conte, mais c'était pas possible. Enfin, je me disais mais il s'en sort bien là le père, ça ne va pas du tout. C'est vrai qu'il s'en sort un peu trop bien pour le sujet quand même. Mais comme beaucoup d'hommes dans les contes, Ouais. pas beaucoup de gens qui se font punir. Voilà. Et c'est pas aussi grave que dans Podane, mais quand même. Est-ce qu'il y a des tableaux qui t'ont inspiré pour écrire ou qui t'inspirent pour écrire? Tu disais que tu faisais l'exercice en reprenant Game of Thrones, mais est-ce qu'il t'arrive aussi de, par exemple, prendre un tableau et faire cet exercice? Alors, pas pour Podam, enfin, j'ai pas vraiment pour Podam, mais pour mon tout premier roman qui s'appelle Les larmes de Mercure et que je suis en train de retravailler, j'ai commencé à écrire après, alors je le connaissais déjà, mais après avoir revu le tableau La Belle Dame sans merci. Et il me semble que l'artiste, c'est Dixine ou Dixie. Et c'est en fait une enchanteresse qui est sur son cheval et qui se penche vers un chevalier et il est complètement subjugué. Je vois le tableau. Ce tableau est absolument... Il y a plusieurs versions. C'est un poème à Ok. l'origine de Keaton. Il y a plusieurs versions de ce poème en tableau et toutes sont magnifiques, mais celle-là en particulier, c'est surtout la place des personnages. Parce qu'elle est au-dessus et elle se penche vers lui et elle est magnifique. Et lui, il a une expression sur le visage absolument subjuguée. Et donc mon premier roman était très très inspiré par ce tableau. Ouais. Et est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Est-ce que tu es une gameuse aussi ou pas? J'ai été et il se trouve que je porte des lunettes parce que j'ai été trop une gameuse. Donc je me suis explosé les rétines en jouant à World of Warcraft, là, je vais arriver à le dire, quand j'étais ado. Donc toutes les nuits, j'étais sur mon PC avec le PC à peu près 5 cm du visage dans le noir. Petit hardcore là. Hop. Voilà. Et j'ai dû arrêter parce que ça me rendait folle. Enfin, je passais trop de temps dessus. Donc, je me remets de temps en temps. Je pense que j'ai à peu près 700 heures sur Baldur's Gate 3. Voilà. Je suis plus PC. J'ai une petite sœur qui est très PS4 et PS5 qui, elle, joue beaucoup là-dessus. Donc, en général, je la regarde jouer. Soit je dessine à côté, soit je prends des notes. Mais ouais, plutôt PC. J'aime bien Ion aussi à l'époque. J'avais adoré. Donc, ouais. Alors, quand tu lis un livre, finalement, tu cherches quoi? C'est quoi ce qui va faire que le livre fonctionne pour toi? Ça dépend complètement du genre. En général, je pense que si je choisis un livre, c'est que j'ai envie de découvrir une vision du monde qui est différente de la mienne. J'ai envie de voir comment l'auteur appréhende la vie à travers ses personnages. Alors, je ne pense pas à l'auteur en lisant. Je me dis pas, ah là, il a fait ça comme ça, ou elle a fait ça comme ça. Mais je me dis, les personnages représentent une perception de la vie qui est autre que la mienne. Et ça ouvre en fait un champ des possibles complètement fou. Donc, je pense que c'est ouvrir ce champ. Ok. Il y a un auteur un peu niche ou méconnu que tu recommanderais pour ouvrir finalement Alors tout le oui, monde à la mais lecture? vraiment, celui auquel je pense, il faut surtout pas le mettre entre les mains de tout le monde parce que c'est de l'horreur et parfois ça peut être très très graphique et très violent, mais c'est Poppy Z. Brite qui a écrit Le Corps exquis. Et c'est, alors vraiment, il faut regarder les trigger warnings, vraiment, je sais que ça peut être très dur à lire, mais moi, il m'a vraiment marqué ce livre. C'est l'histoire d'un tueur en série qui est cannibale et qui est homosexuel. C'est dans les années 90, donc c'est plein dans la période SIDA, il me semble, et qui en fait se libère de l'asile dans lequel il est et part, je crois que c'est la Nouvelle-Orléans. Et en fait, il chasse là-bas et il tombe sur un autre tueur en série.
et ils tombent tous les deux amoureux. Et en fait, ils Ils font chassent ensemble. la blague de il peut pas avoir 2 tueurs en série dans la même voiture. C'est ça, en plus c'est dans un bar. Là c'est dans un bar. Et vraiment c'est fascinant de les voir et ils sont en mode et quand ils comprennent ce qu'ils sont l'un et l'autre, c'est génial. Vraiment, j'avais adoré ce livre. Donc ouais. Le corps exquis de Poppy Z. Bright. Ah, ok. Je suis pas très horreur, mais je suis un peu motivée là. Alors attention, si non mais je te le déconseille, oui. franchement. Oui. Bah après, je suis ravie que de plus en plus les éditeurs mettent les trigger warnings maintenant à l'intérieur des livres. On n'est plus obligé d'aller chercher sur internet, quitte à se faire spoiler, parce que ça arrivait avant quand je cherchais, je me disais ça va parler de quoi, et je me faisais spoiler l'intrigue. Je me disais je vais pas le lire du coup. Bah oui. Je sais la fin. Mais là, pour Peau d'âme, c'est le cas. Il y a de plus en plus, je sais que évite que les parents se trompent, parce que c'est vrai que là, Peau d'âme, c'est un très beau livre. Il faut le dire, la couverture est magnifique, le jaspage est absolument sublime, mais c'est pas pour tout le monde. Oui, clairement. Et non, ce n'est pas pour un enfant, même si ça s'inspire d'un conte. Pas avant 15 ans. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui l'avaient recommandé à des gens de 12 ans. Et ça me choque. Moi, c'est pas avant 15 ans. Et même, il y a certaines personnes de 15 ans, ça peut être dur. Oui. Donc, vraiment, moi, de 15 ans, n'importe quel âge, en fait. N'aurais pas pu le lire. Je pense que moi, de 18 peut-être, mais pas en dessous. Ouais. Pas en dessous. Non, mais vraiment, vraiment. Moi, si j'avais des libraires qui, par exemple, ne le vendent qu'à des personnes qui ont 18 ans, ça me va aussi très bien. Enfin, je peux tout à fait comprendre. Et je peux comprendre aussi qu'il y ait des personnes de 15 ans qui soient en capacité de le lire, parce que moi, à 15 ans, je sais que j'aurais été capable de le lire et que j'ai pas cette sensibilité. Enfin, je suis pas. Voilà. Je peux lire des choses très dures et en général, ça me touche, mais pas négativement. Oui. Chacun, de toute façon, l'âge n'est qu'une recommandation. Oui, bien sûr. Ça dépend surtout des livres que l'on a lus avant. Oui. Parce que, quand on a commencé par Chair de poule à 6 ans, on ne lit pas la même chose après. C'est sûr. Est-ce que tu as un livre actuellement que tu es en train de lire, qui t'accompagne là en ce moment? J'ai toujours 3 ou 4 lectures en même temps. Très bien. Donc j'alterne selon le mood, selon l'envie. Qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? J'ai commencé, alors c'est parce je l'ai acheté hier. Donc hier soir dans mon lit, j'ai commencé, alors faut pas que je dise de bêtises sur le titre, sinon je vais me faire étriper. C'est La brume sous les tours de Sandy Bizot-Zero, qui est en avant-première aujourd'hui à Montreuil. Et donc c'est une de mes collègues Gulfstream. Et en fait j'ai suivi vraiment, c'est une amie, on est dans la même ville et tout, et j'ai suivi la sortie, machin. Et j'avais tellement hâte de lire et ça a l'air fantastique. C'est une histoire alors c'est dans un monde où il y a des illusionnistes. Je l'ai à peine commencé, donc si jamais je lis mal, Sandy, pardonne-moi. Pour l'instant, à la page où elle est rendue, ça donne. Et qui ne connaissent pas leur mère. Et il faut devenir un grand illusionniste pour avoir le droit de connaître qui est sa mère. Et pour ça, il y a des sortes d'étapes et des épreuves. Alors, c'est pas des épreuves, mais je le vends très très mal. Mais ça a l'air vraiment fou. La langue est très belle. Et j'ai commencé ça. Sinon, j'étais en train de lire... Qu'est-ce que j'étais en train de lire? C'est terrible, ça. C'est absolument terrible d'avoir l'esprit qui... Qu'est-ce que j'ai acheté... je l'ai pas commencé. Notre-Dame des Loups d'Adrien Thomas. Je l'ai pas commencé encore, mais il est dans ma liste de décembre. J'étais encore en train de relire Game of Thrones, l'intégrale, l'avant-dernière. Je crois que c'est la 3 ou la 4. Je crois que c'est la 3. Qu'est-ce que je suis en train de... C'est terrible. Je ne me souviens plus. Ce que je suis en train de dire. Là, il est trop tôt. Oui, on est le matin. C'est dimanche matin. C'est mon cerveau ne veut plus coopérer. En dédicace et tout. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y aurait un livre là, si tu devais te l'offrir à toi-même, toi-même du passé, quel livre tu aurais voulu découvrir plus tôt? Très bonne question. Il y a toi d'il y a 10 ans, par exemple. La moi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que je lui aurais donné à lire? Parce que du coup, je pense à des bouquins qui sont sortis récemment, mais il faudrait trouver un bouquin qui oui. qui existe. Ou du moins, sinon, il faut dire, ce serait il y a 10 ans. Moi d'il y a 10 ans, mais aujourd'hui. Alors que j'avais quel âge il y a 10 ans? Ok, alors à 20 ans, qu'est-ce que je lisais à 20 ans? Il faut faire des maths. Qu'est-ce que je lisais à 20 ans? À 20 ans, je commençais à lire de l'anglais, donc je pense que je m'offrirais un truc en français. Et je pense que je m'offrirais... Alors, je crois que je ne les avais pas lus encore à l'époque, et vraiment, ça a été parmi mes livres préférés. C'est Les Rois maudits de Maurice Druon, qui est aussi parmi mes... Vraiment, ça coche toutes les cases de ce que j'aime. Et je l'ai lu, j'ai dû avoir 23-24 ans. Donc, je me serais donné ça plus tôt, en disant, lis ça, et peut-être que tu écriras plus tôt, du coup, aussi.
Oui, parce que là, pour le coup, l'influence, pour moi, elle est limite directe. Oui, Pour le coup, Eh ben justement, c'est je me une suis ligne rendu droite. compte que dans Peau d'âme, à un moment, il y a une scène dans le tome 1 où Blanche se souvient du fait que sa première parole étant bébé, c'était veux. Je veux, veux. Enfin, il n'y avait pas le je, mais veux. Et il se trouve que Les Rois Maudits de Maurice Druon commence comme ça, C'est vrai? avec la reine d'Angleterre, qui a son fils, et sa camériste arrive et lui dit Madame, madame, il a parlé. Et il dit mais qu'est-ce qu'il a dit? Et il dit veut. Et j'étais là, mais je m'en souvenais plus du tout. Et comme je l'ai relu il y a pas longtemps, parce que j'adore relire, mais voilà, je me dis mais inconsciemment, Bah oui, ça t'a marqué ça plus m'a tellement que... marqué que je l'ai réutilisé. Et du coup, je me dis, bah, c'est pas du Incroyable. plagiat, j'ai pas fait exprès, ça m'a marqué. Voilà. Alors là, c'est de l'hypothétique, Oui. mais s'il y avait un autre conte que tu voudrais te réapproprier comme Peau d'âme, ce serait lequel? Alors, c'est pas du tout hypothétique. Ah, c'est pas hypothétique, exclu, attention. Alors, l'année prochaine sortira le préquel de Peau d'âme. Ok. C'est une duologie. Donc, le premier tome sortira en octobre. Et lui, il est inspiré de Rose Rouge et Neige Blanche, qui est un conte. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs versions, mais les Grimm s'en sont beaucoup emparés. Alors c'est deux sœurs, mais moi j'en fais pas des sœurs, j'en fais un couple de femmes et qui est. Bon, je vais pas le spoiler parce que pour l'instant j'ai encore rien dit dessus, mais en tout cas il y a ça qui est inspiré D'accord. de celui-là. Il y a aussi un peu de Peau d'âne dans le préquel, Ok. pareil, parce que les trois robes de la fée, on en parle un peu dans Peau d'âne, mais c'est les robes de sa mère. Donc là, comme c'est le préquel, c'est la génération de la mère de sa Blanche. mère, du coup. Donc on voit comment les robes ont été créées. Donc il y a un côté Peau d'âne. Et là, je suis en train de finir le premier tome d'une duologie dans l'univers de Peau d'âme et qui est inspiré des Signes sauvages d'Anderson. Ok. Rose rouge et rose blanche, moi ça me fait juste penser à la guerre des deux roses en Angleterre. Donc je Mais pense oui, que ça mais n'a clairement, absolument rien il y à aura voir. aussi des liens aussi. C'est pas le même. Mais d'ailleurs, elles sont là, elles sont sur le jaspage du tome 2. Elles sont annoncées. Donc, elles sont là. C'est exclu, il Voilà. faut regarder les jaspages. Elles sont là, les deux roses. Incroyable. Non, vraiment, le travail, je l'ai dit hier aux éditeurs qui étaient sur place quand je suis allée l'acheter. Ouais. Vraiment, le travail est absolument magnifique sur leur livre chez Gulfstream. Vous pouvez y aller, tous les bouquins sont beaux. Enfin, il n'y en a aucun qui fait un peu, bon, bah, celui-là, on n'a pas eu le budget. Non, clairement. Ils sont tous très beaux, très bien travaillés. La qualité du papier est top parce que ça, c'est aussi le truc un peu compliqué quand on fait du jaspage, c'est qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. Ouais. Et aujourd'hui, en France, on a le prix fixe du livre qui est une bénédiction pour beaucoup de gens parce que ça veut dire que la culture est accessible, mais ça veut aussi dire que les éditeurs, ils peuvent pas se permettre de mettre n'importe quel prix juste pour pouvoir accuser le coût des coûts. Et donc, il faut trouver quelque chose et souvent, c'est la qualité du papier qui pêche. Bah, chez Gulfstream, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Ils font pas le cas vraiment, il y a un vrai travail là-dessus. Et tous les univers sont très respectés. Donc les bouquins se ressemblent dans l'idée où on sent que ça a été fait par eux, mais ils sont très différents visuellement. Parce qu'il y a un vrai respect du livre, de l'univers de l'artiste. D'ailleurs, ils appellent pas ça ils disent pas les auteurs, ils disent les artistes. Je trouve ça beau. vraiment Moi, trop je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. Surtout que toi, tu as plusieurs cordes à ton arc, puisque c'est toi qui dessines aussi. Oui. Qui dessine aussi et qui a des... Bon, dans le tome 1, en tout cas, je le sais. Dans le tome 2, je n'ai pas encore commencé parce que je me refrène. J'ai du travail à faire. Du coup, il ne faut pas que je lise de trop. Mais il y a des belles illustrations qui, franchement... le nombre de fois où je me suis arrêtée parce que je regardais, c'est beau. Là, mon réveil sonne pour que j'arrête de lire. Ah, d'accord, je m'arrête là. Alors. Je suis obligée de mettre des réveils, sinon je passe la nuit à lire. C'est très problématique. Très problématique. Je comprends. Après, on ne n'assume pas la journée qui suit. J'ai vécu aussi. Heureusement, maintenant, je suis en freelance, donc je peux me réveiller à l'heure que je veux, mais il y a des moments, c'est un peu abusé. C'est compliqué. La littérature, c'est compliqué. Si tu pouvais résumer la manière dont tu te vois en tant que lectrice, plutôt curieuse, aventureuse, ce genre de choses, ce serait quel adjectif ? Tu peux en donner plusieurs parce que je sais que l'exercice est difficile. Alors c'est un peu ambivalent parce que j'ai envie de dire curieuse parce que je lis beaucoup de choses, mais c'est très facile pour mes proches de m'acheter des bouquins parce que j'ai des goûts très précis sur ce que je vais aimer. Donc en général, on me donne un truc médiéval, une brique avec beaucoup de passages de description sur l'architecture ou la religion. Ou alors un bouquin qui se passe dans un monastère, c'est bon. C'est pour moi. Donc, curieuse, mais aussi un peu attendue, quoi.
Ok. On sait comment me trouver. Est-ce qu'un jour, tu essayerais d'écrire un livre qui est plutôt plus historique que conte? Genre, Oui. un Oui, bon gros livre Oui, oui, dans c'est un sûr. bon monastère, là? Oui, mais c'est prévu. Je Voilà. pense que ça m'arrivera un jour, On mais va l'attendre. pour l'instant, j'ai tellement de projets autres que il est dans les idées. Oui. Mais je pense que j'ai besoin de plus de maturité aussi en tant qu'autrice, et donc d'avoir plusieurs bouquins sortis. Parce que pour l'instant, je suis encore un bébé auteur, quoi. Enfin, Oui. Mon premier roman est sorti cette année. C'est assez rapide, finalement. Oui. C'est un peu décousu parce que j'aurais dû la poser tout à l'heure, mais si tu devais donner un conseil à la toi qui n'a pas commencé à écrire les livres, ce serait lequel? Quitte ton mec. Quitte-le. Alors ça, Quitte-le, je t'en supplie. Ça te ferait tellement gagner du temps. ok, Non, alors, qu'est-ce que je pourrais lui dire de plus sérieux que ça? c'est déjà très sérieux, hein. C'est Oui, oui, important. bien sûr. S'entourer C'est- des bonnes personnes est important. Voilà, oui, entoure-toi des bonnes personnes. Je lui dirais aussi, fais-toi confiance. Parce que j'ai pas de problème de confiance en moi. Mais pour l'écriture, je me suis toujours dit, c'est pour les autres. Étonnamment, je me disais, j'écris pas trop mal. Enfin, je savais que je savais écrire une phrase, quoi. Oui. Mais Il y a savoir écrire et être c'est auteur, ça. c'est pas la même Exactement. chose. Et je me disais, j'ai pas d'histoire à raconter. Ou en tout cas, je suis pas dans un état d'esprit où je suis apte à raconter une histoire. Et je pense que, ne serait-ce que vieillir, je me suis dit, bon, là maintenant, je pense qu'en tout cas, je peux me raconter cette histoire à moi-même. Parce que Podam, je l'ai vraiment écrit parce que j'avais besoin de me l'écrire. Et c'est se donner ce droit de s'écouter. Donc écoute-toi et entoure-toi de personnes qui t'aiment et qui sont pas des poids, quoi. Petite note plus positive, même si très émotive, ta famille, elle a réagi comment à la publication de tes livres? Ah, ils étaient tous au courant. J'ai la Il n'y avait chance. pas de NDA, tout a été dit. Non, tout était dit. À partir du moment où j'ai signé, tout le monde a fêté. Donc, j'ai pas une famille qui est très très grande, mais qui est très soudée. En tout cas, avec ma mère et ma sœur, comme j'ai été en freelance illustratrice et que j'ai décidé de ne pas faire de thèse, il fallait que je fasse un choix financier sur comment je survis, en fait. Et je voulais vraiment me lancer et écrire. Et ma mère a tout de suite cru en moi. Et du coup, j'ai eu beaucoup de soutien de ma mère et de ma sœur, ne serait-ce que financièrement, pour avoir un an où écrire. Donc ça, je pense que c'est un privilège monstre. Et je les remercie vraiment, elles le savent, mais de tout cœur. J'aurais pas pu l'écrire et j'aurais pas pu le publier sans elles. Elles étaient là à Montreuil l'année dernière pour l'avant-première. Elles avaient fait le trajet depuis Strasbourg. Donc oui, j'ai été très soutenue et je pense que personne doutait. En fait, ils avaient une telle confiance en moi que forcément j'étais obligée d'avoir confiance aussi. Donc oui. Du côté de mon père, ils étaient surpris peut-être parce que je suis un peu moins proche, mais ils étaient très heureux. Ils viennent à mes dédicaces et c'est un grand plaisir. Mon père vient se faire dédicacer son exemplaire. Il l'achète le jour J dès que ça sort. C'est absolument adorable. Donc oui, ils étaient un vrai soutien. Ok. Donc ils les ont tous lus. Oui. Alors ma sœur est ma deuxième lectrice. J'ai une amie qui me lit Ok. toujours en premier. Ma sœur est ma deuxième lectrice. Ma mère, comme son rythme de travail est assez dense, c'est un peu plus. Mais elle les lit toujours avant qu'ils soient sortis. Donc oui. Comme ma mère est ancienne libraire, elle écrit très bien aussi. Son avis est très important et elle repère des trucs que personne d'autre ne voit. Donc je ne peux pas publier un livre si ma mère ne l'a pas lu avant. C'est compliqué. Ouais, on remercie pas assez les mamans, mais elles voient des choses qu'on ne voit pas encore de nous-mêmes, Oui. bien avant qu'elles arrivent. Vraiment, si je l'avais écouté plus souvent, Il faut. Plus on vieillit, plus on se dit mais il faut que j'écoute ma mère. clairement. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir... C'était Interligne, une conversation autour des lectures qui marquent, qui nourrissent ou qui déroutent. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et un énorme merci à Aude Ziegelmeyer pour sa confiance et son enthousiasme. N'hésitez pas à lire son travail, Podam, à partir de 15 ans tout de même. Une review lecture est disponible sur mon Instagram de lecture et les trigger warnings sont disponibles en début d'ouvrage ou sur le site du GovStream Editor. Si vous avez aimé cette discussion, parlez-en, partagez-la et surtout, continuez à lire. On se retrouve très vite avec un ou une nouvelle invitée et d'autres lectures à découvrir.